Pas de deux, een podcast van Bibliothèque Sans Souci et Biblio XL, avec Thomas Gunzig en met Josse de Pauw. Welvenu, merci de votre attention, fijn dat u luistert. We laten tijdens deze podcast 2 literaire kleppers aan het woord. 2 pointures de chaque côté de la frontière linguistique. Thomas Gunzig en Josse de Pauw hebben dan wel een andere moedertaal. Ils ont aussi beaucoup de choses en commun. Ils partagent leur sens d'humour et leur autodérision. Ze hebben allebei een band met Brussel. Et ce sont 2 auteurs gourmands. Want ze zijn zoveel meer dan schrijvers alleen. Cette interview bilingue est l'occasion de se renifler. Laten we elkaar besnuffelen in 2 talen en proeven van 2 literaire stemmen. Thomas Gunzig, le roi des histoires noires, qui nous font rire et frémir. En Josse de Pauw, de schrijvende speler die in zijn teksten met poëzie en humor strooit. In 2021 kwam In Open Veld uit, het nieuwste boek van Josse de Pauw. Daarin keert hij terug naar het begin. Waar is die goesting voor het spelen, maken en schrijven ontstaan? Filosofisch, twijfelend, met trots, maar ook met een goede portie zelfspot blikt hij terug. Het moment om hem dus volgende vraag te stellen. In uw eerste boekwerk schreef u dat een gesprek meestal zo op de typische manier gestart wordt met de vraag: waar zijt je mee bezig? Ja. En u schrijft als antwoord: met mezelf, zeg ik, dat is een fulltime job. Is dat nog steeds een voltijdse bezigheid? Absoluut. Nee, maar dat is zo. Dat is een tweesnijdend zwaard. Aan de ene kant denk ik dat voor de dingen die ik doe, ik mijn beste materiaal ben. Het best mezelf observeer, kritisch ook en spottend ook. En daar komt van alles uit voort. Aan de andere kant, mijn moeder, die trouwens nog steeds in leven is en met een rechte rug, zegt het nog vaak: je bent niet geïnteresseerd in andere mensen. Maar dat is eigenlijk niet waar. Ik ben geïnteresseerd in andere mensen, maar langs mijzelf. Tout passe par moi-même. Ik moet het aan mezelf afmeten om er iets mee kunnen te doen. Voilà. En dus als mensen vragen waar zit je mee bezig, dan is dat het meest exacte antwoord. En dit is eigenlijk een zoektocht die ik wel wou doen, hoe dan ook, naar mezelf. Want ik ben nog altijd niet zo... Dat is nog altijd niet zo helder hoe het komt dat ik theater doe en niet iets anders. Dat even goed. Ik heb collega's in het theater die vanaf hun 5 jaar wisten: ik ga die planken op. Dat heb ik nooit gevoeld, nooit. Ik kwam uit het conservatorium in Brussel en ik had nog steeds dat gevoel niet. Van dit moet het zijn. Het is eigenlijk pas door met een aantal vrienden, dus Radijs is ontstaan. En wij zijn beginnen reizen en onderweg speelden we op de straat om het reizen te bekostigen. En in die zin daar is mijn spelplezier gekomen. Ik speelde heel graag op straat. Het publiek veroveren doe ik nog steeds. Ik ga nog altijd steeds graag in buitenlanden spelen, omdat niemand weet wie ik ben. En dan moet je een publiek daar veroveren. Je moet die binnen doen. En dat doe ik eigenlijk het liefst van al. Dat was op de straat ook zo. Op straat liep niemand die zei: oh, kijk eens, Josse de Pauw, niks. Daar stonden rare mensen, en er stond nog een rare mensen, die kwamen bijeen, die begonnen iets. En ze bleven staan. En soms bleven ze zelfs staan als het begon te regenen. Dat waren grote overwinningen. Ik had daar eigenlijk het meeste deugd aan. Dat ik mensen dat ik de aandacht kon vasthouden. Voilà, ik wou dat onderzoeken van hoe komt dat nu dat ik daar dan terechtgekomen ben. Ik denk dat het ook veel te maken heeft, iets wat ik in het boek ook wel aansnijd, met herbeginnen. Wanneer gaat het nu beginnen? Hè? Dat vraag ik mij in het boek regelmatig af. Maar eigenlijk ben ik verslaafd aan herbeginnen. En dat is wat theater mij biedt. Theater bestaat niet als het niet gespeeld wordt. En dus heb je elke keer ook de vrijheid om net iets anders of
iets intensiever of iets meer laid back. Eigenlijk ook in samenspraak met het publiek. En ik denk dat dat mijn... is waarom ik uiteindelijk aan het theater verhangen ben geraakt. En vindt u in schrijven zo dezelfde vrijheid? Schrijven is voor mij iets heel anders. Het heeft niet dezelfde noodzaak, anders zou ik veel meer al geschreven hebben. Dus het meeste schrijven heb ik functioneel gedaan, in functie van krant. Ik schrijf nog altijd in de Standaard 1 keer per maand een bladzijde. Ik schrijf voor theater, teksten die ik zelf breng en weet hoe ik ze ga brengen, met muziek of zonder. Maar schrijven is, ja... Ik schrijf het hier in het boek. Het was in de periode toen ik met Fumio... Ik heb een Japanse vrouw gehad, 30 jaar. Ik ben veel naar Japan gegaan. Daar leefde ik in de familie in een soort van zeebel. Ik sprak de taal niet. Na een tijd wist ik wel ongeveer waarover ze het hadden, maar ik kon toch niet deelnemen aan een gesprek. Dus. Dan was het een groot plezier van ervan onder te muizen uit het gesprek en in een kamer te gaan zitten en in het Nederlands te gaan schrijven terwijl je in Japan zit, omringd door het Japans, omringd door totaal andere cultuur, maar dat je ook daar je eigen woorden hebt om de dingen die je voelt, ziet, denkt, neer te schrijven. Dat was een grote openbaring voor mij en tegelijkertijd ook een grote geruststelling. Ik denk dat ik het schrijven op die manier nodig heb. Dat ik af en toe mijn denken onder woorden moet brengen. Misschien hoeft dat niet altijd te zijn om het dan te laten lezen. Het is dan voor mijzelf... Nu, als het dan goed opgeschreven is, ben ik ook wel ijdel genoeg om het uit te geven. Hoor. Dus dan moet iemand anders het ook maar lezen. Een fragment uit het boek gaat als volgt. Het is de mooiste gedachte die hem daar overvalt. Ik zal het opschrijven. Maar ik vroeg mij dan af, tussen de romantiek van die gedachte en het vroeten op een tekst zelf, hoeveel plezier heeft Josse de Pauw eigenlijk tijdens het schrijfproces? Heel veel. En dat is... Ik weet wel dat is heel raar, want ik hoor ook wel schrijvers die het heel zwaar hebben met schrijven. Maar ik ben een tussendoorschrijver. Hè. Dat is niet zoals hij zegt te schrijven. Hij is plein temps, ik ben entre-temps. Het is iets anders. En daarom, tot nog toe geeft het schrijven mij ontzettend veel plezier. En kan ik niet zeggen dat gezwoeg is. Ik denk dat het moeilijker is, eraan beginnen is moeilijk. Niet het schrijven zelf, maar er durven aan beginnen, want het is durven eigenlijk. Eigenlijk is het gaan zitten en die eerste zin en nog een zin en verder. Eens dat het dan gaat, dan kan het soms zelfs tot een soort plezierige koorts in het hoofd worden die zeer aangenaam is. Une question maintenant pour l'écrivain à plein temps, comme son collègue le décrit, Thomas Gunzig. Son roman Le Sang des Bêtes sort en janvier et parle de Tom, un vendeur dans une boutique de compléments alimentaires pour bodybuilders, qui est en pleine dépression et qui se retrouve dans une cohabitation compliquée, avec un fils divorcé, un père malade et une femme sans papier. Le livre s'annonce drôle et profond, mais je suis aussi curieuse de savoir plus sur le titre, Le Sang des Bêtes. J'aime beaucoup, et je peux dire ça parce que c'est pas moi qui l'ai trouvé. C'est un titre que j'ai volé à un réalisateur français qui s'appelle Georges Franju, qui a réalisé des films fantastiques, mais qui dans les années 50, 60, et qui avant ça a fait un documentaire très très beau dans les années 50 sur les abattoirs de la Villette, qui sont toujours les gros abattoirs parisiens, avec des plans assez étonnants de vaches arrivant au petit matin et se faisant tuer puis couper en tranches. C'est un documentaire assez brutal, etc., et puis qui est assez beau, assez poétique, et il s'appelle Le Sang des Bêtes.
Et c'est vrai que dans ce roman-là, alors c'est toujours, alors ce qui est, là vous assistez à un truc particulier, c'est-à-dire que c'est la première fois que j'en parle et donc normalement après X interviews, tout ça, on attrape un peu ces automatismes, etc. et c'est facile. Et quand au départ, c'est assez compliqué de parler de ses propres livres parce que on pense pas à ce qu'on va devoir dire sur son livre, évidemment. On essaie de faire une histoire qui fonctionne bien et voilà. Mais je pense qu'avec le recul, c'est une histoire que j'ai voulu faire effectivement sur qu'est-ce que c'est qu'une identité. Qu'est-ce que c'est que être juif ou ne pas l'être, est-ce que quand sa mère n'est pas juive, est-ce qu'on l'est quand même? Est-ce que quand on a une tête de juif, est-ce qu'on est juif? Est-ce que quand on est une femme, on l'est quand même? Est-ce que quand on est un homme, on est quand même? Est-ce que quand on est une vache qui ressemble à une femme, est-ce qu'on est vache ou femme? Alors c'est tout, et ça me semblait être un peu quelque chose qui pouvait rentrer en écho avec certaines problématiques de notre temps, où on nous assigne beaucoup d'identités, quelquefois contre notre propre volonté, et qu'on commence à avoir un mode de raisonnement qui est un petit peu algorithmique. Ce que je veux dire par là, c'est que on fonctionne beaucoup avec les réseaux sociaux, on fonctionne beaucoup avec Google, avec Internet. Et Google, Internet et les réseaux sociaux aiment beaucoup les algorithmes parce que ça leur permet de nous classer dans des petites alvéoles pour pouvoir nous vendre des trucs après. Donc ils sont très contents de savoir qu'on est un homme blanc d'origine XY avec des tendances machin parce qu'on est facilement ciblé. Alors que dans mon bouquin, je pense qu'on n'est pas du tout facilement algorithmisé. Qu'on n'est pas du tout numérique, qu'on est analogique. Donc on est plein de nuances, qu'on est plein de complexités, qu'on est plein de choses qui sont insaisissables, qui sont indéfinissables. Il y a dans votre livre aussi des sujets d'actualité comme l'écologie, la société patriarcale. Est-ce que c'est possible de faire déjà une analyse de cette époque ou est-ce qu'il faut toujours avoir un peu de distance quand même? Non, c'est pas possible, et je pense que c'est pas l'objet... c'est pas... Apporter des réponses, c'est pas forcément l'objet d'un roman. Par contre, un roman, c'est un objet qui est, comme toute forme de création artistique, qui est fait dans un certain contexte. On est poreux, les artistes sont poreux à la réalité. On n'écrit pas loin du monde, quoi. Donc c'est vrai que on est traversé par des choses qu'on entend, par des choses qu'on lit, par des discussions qu'on a, par des réflexions nouvelles, etc. etc. Et donc forcément, ce roman-là, je ne l'aurais jamais écrit il y a 10 ou 15 ans. Maintenant, c'est vrai que ça fait 4-5 ans que on est dans des tas de considérations sur l'identité, sur les identités sexuelles par exemple, sur l'idée du patriarcat, sur l'idée des privilèges, sur l'idée de domination. C'est des mots qu'on voit tous les jours. Enfin, pour peu qu'on lise un peu le journal et qu'on s'intéresse aux grands débats de société, c'est des mots qu'on entend tous les jours, avec lesquels on est d'accord, pas d'accord. En tout cas, c'est des débats qui sont passionnants. Et par conséquent qui finissent par habiter les esprits et qui d'une manière ou d'une autre se retrouvent voilà, dans la fiction, d'une manière ou d'une autre, mais pas du tout pour apporter des réponses définitives, juste parce que les personnages qui sont là sont, comme nous tous, pris dans ces questionnements-là. Voilà. Mais il y a des écrivains qui n'osent pas vraiment référer à l'actualité. Vous n'avez pas peur de cela? J'ai lu sur les pages, les réseaux sociaux qui sont mentionnés, même Otto Lengi. Ah oui. Est-ce qu'il y a le risque alors que le roman soit moins universel ou pas du tout? Alors ça, je sais pas, mais je pense que la plus mauvaise émotion qui vous accompagne lorsque vous êtes dans un processus de création, c'est la peur. Je crois qu'il faut se laisser porter par une énergie, par une conviction, par une envie, par un désir, et pas... il faut ni se dire qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder, la création artistique est probablement le dernier, le plus absolu des espaces de liberté qui nous appartient encore. La réalité, par définition, on n'est pas libre, jamais.
cette expérience de la liberté que nous offre la création, c'est quelque chose de fantastique. Donc, franchement, c'est des questions que moi, je ne me pose pas du tout. J'écris ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de le faire. Peut-être que c'est des livres qui seront ridicules dans 15 ans ou pas, ou j'en serais... Et c'est pas des questions... Si on se met à se dire que j'écris pour l'éternité, ça va être bizarre. Voilà. Je crois qu'à la base de toute création, il y a une émotion qui n'a pas de nom, qui n'a pas de mots, qui n'a pas de forme. Et le travail de création, c'est parvenir à approcher au plus près la nature de cette émotion-là. Voilà. Le livre commence par une citation de Creep de Radiohead, la chanson. Et j'avais aussi lu Pluie d'automne, qui pourrait être un clin d'œil à votre premier roman, Mort d'un parfait bilingue. Peut-être que c'est pas fait exprès, mais est-ce que vous aimez bien les références dans la littérature comme ça? Attends, et Pluie d'automne, t'as lu ça où? Dans les premières pages. Ah oui, j'ai écrit ça. Ah oui, non, pas du tout. Bravo. Non, bravo. Non, et la citation de... non, la citation de Radiohead, je trouvais... là, c'est vrai que pour ce coup-là, le personnage, Tom, s'est toujours senti comme un creep. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être un lien assez personnel avec moi-même. C'est-à-dire que j'ai longtemps été, je pense, un creep. Non seulement physiquement, c'est-à-dire que j'étais le plus petit de ma classe, j'étais le plus maigre, j'étais le plus faible. Mes parents ne voulaient pas que je fasse de sport parce que j'étais fragile. Voilà, enfin, donc j'étais, voilà, donc je me sentais, et on se moquait de moi du coup à l'école. Enfin, ça c'est le coup classique, hein, j'avais très très peur de tous des garçons qui avaient grandi plus vite et mieux que moi. Et en plus intellectuellement, je me sentais complètement un creep parce que on m'avait mis dans une école pour enfants handicapés, quoi, parce qu'on me disait que j'avais des problèmes psychologiques graves, que j'étais un incapable, quoi. J'étais un incapable de suivre un cursus scolaire normal. Donc j'étais non seulement petit, malingre, faiblard, mais en plus j'étais intellectuellement diminué, quoi. Donc j'étais vraiment la chanson de Radiohead, c'était moi, quoi. Voilà. Et évidemment, j'avais des rêves de grandeur absolue. Quand on a 8-9 ans et qu'on se sent comme tout seul dans la cour de récré, tout petit, tout con, on a envie d'être Superman. Voilà. Et on se dit, je vais travailler pour ça. Voilà. Et maintenant, je suis assise à côté de Superman. Het boek wordt er gepraat over het begin, wat mij natuurlijk ook doet denken aan het einde. In mijn research kwam ik terug op een gedicht van Pessoa. En daarvan is de laatste zin: dat wat zal zijn, wanneer het zijn zal zijn dat wat het is. Ik weet nog dat ik dat als jong meisje ooit eens moest voordragen en waarschijnlijk snapte ik daar toen niet veel van. Maar ik vond dat wel altijd heel mooi, die gelatenheid, die mildheid. En ik vroeg mij af, is dat iets wat u herkent van het ouder worden? Ja. Ja, heel erg. Ja. En ook, ik denk dat het de enige manier is om... Ja, ik ken wel Dylan Thomas, Rage Against the Dying of the Light. En dat is het hele stoere gevecht. Nee, ik wil niet dood. Jan Mulder heeft het ook op televisie en regelmatig. Oreren tegen, nee, niet oud worden. Ja, als je daar je plezier in vindt, moet je dat doen. Maar het is niet anders. Hè. En je kan maar hopen dat het een beetje op een treffelijke manier gebeurt. Daar kan je zelf ook wel een beetje mee aan voor zorgen, alhoewel dat ik daar dan weer niet erg goed in ben. In mezelf begeleiden naar die nieuwe toestand. Maar ik heb wel altijd heel graag, weet je, als je zo... Ik was op 17, 18, denk ik, eerste keer in Kreta op reis als jonge gast. En zo daar zitten op een marktpleintje in een dorp, onder een boom, op een bank, wel altijd wat oude mensen te leunen op een stok en een beetje
te mompelen tegen elkaar. Ik vond het altijd heel mooie beelden. Ik heb daar altijd heel erg van gehouden. Ja. Thomas Ginzig, on était en train de parler de la fin, d'un poème aussi de Pessoa, de vieillir. Vous ne parlez pas vraiment de la fin dans votre livre, mais aussi de Tom, le personnage, qui revient sur sa vie d'homme d'âge moyen. Est-ce que c'était aussi un moyen pour exorciser votre crise de la cinquantaine? Quarantaine, je voulais dire ça. Alors, je crois pas que en tout cas, que mon écriture soit, c'est pas un médicament et c'est pas une thérapie. Par contre, ce qui est intéressant, c'est parler de sujets qu'on maîtrise ou qu'on connaît. En tout cas, ce qui est intéressant, il ne faut pas forcément faire ça, parce que l'imaginaire est aussi un outil qui est quand même passionnant. Mais quand on est confronté à des espaces nouveaux, la cinquantaine en étant un, c'est intéressant de l'explorer, parce que la cinquantaine, ça ne veut rien dire. La cinquantaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi un corps en qui on croyait pouvoir avoir une confiance absolue, qui soudain se révèle plus fragile qu'on le pensait. Des petites douleurs, tiens, c'est marrant. C'est aussi la dynamique des relations amoureuses sur le très long terme. C'est vrai que j'avais aussi envie de parler de ça. Hein. Dans les romans, on parle beaucoup, évidemment, c'est du sujet passionnant de la lune de miel, hein, de la passion absolue. Hein, quand on vient de se rencontrer, on s'aime, on ne se quittera jamais, paf, paf, ça c'est très gai, ça marche bien dans les films. Mais qu'est-ce qui se passe après 30 ans? L'amour ne disparaît pas, il devient autre chose. Et alors, vu qu'on ne sait pas très bien ce qu'il devient, généralement les gens paniquent à ce moment-là. Ils disent, ah, mais c'est plus comme c'était. Bah non, ça, forcément, c'est plus. C'est autre chose. Mais ça devient quelque chose de passionnant aussi. Parce que c'est quelque chose qui devient parfaitement singulier aussi, et propre à chaque couple. Comme ça. Et qui ne ressemble plus forcément aux objets narratifs dont on a l'habitude, hein, qui sont passionnés, etc., etc. Souvent, les histoires d'amour finissent d'ailleurs quand le fiancé a couru, il rejoint la jeune femme qui allait prendre l'avion à l'aéroport, et puis ils s'embrassent, voilà, et en fait, c'est là que ça commence, des trucs un peu compliqués. Et c'est encore plus compliqué quand c'est 30 ans après. Voilà. Et j'avais envie de parler de ça aussi, c'est-à-dire, justement, tout de nouveau dans cette idée d'assignation à quoi on ressemble, à quoi on voudrait nous faire ressembler. Et c'est très facile quand la fiction nous donne des modes d'emploi, ou quand la culture nous donne des modes d'emploi, mais quand on sort de ces zones-là, qu'on est justement plus compliqué, plus complexe, plus riche que tous ces modèles, qu'est-ce que ça devient? Donc je me rends compte que je sors un peu de la question, mais c'était ça, voilà. C'était ça aussi, donc c'était pas pour exorciser. Mais par contre, peut-être qu'un mot plus intéressant qu'exorciser, c'est baliser. C'est trouver les nouvelles coordonnées, quoi, les nouvelles coordonnées géographiques d'un lieu nouveau. Voilà. Les relations humaines, le corps, l'amour, etc. Sur le long terme, il faut trouver de nouvelles coordonnées pour pouvoir s'y retrouver, sinon on est perdu. We zitten hier op een mooie locatie in Elsene. In uw boek vertelt u ook dat u in de buurt hier in Matonge als student heeft gewoond. Wat vindt u van deze buurt? Ja, het is een beetje mijn begin in Brussel geweest. Ja, mijn begin van zelfstandigheid in Brussel. Mijn eerste verdiepingje dat ik had was op de Chaussée de Wavre in de Matonge. Voor 800 Belgische frank. Kunt u je voorstellen, dat is dus €20 nu per maand. Als ik 1 weekend de plonge deed in mijn stamcafé, was mijn huur betaald. Zo simpel was het leven toen, dat is niet meer zo. Ja, ik heb altijd graag, het is altijd een zeer gemengde buurt geweest. Hè. En ik heb ik kwam uit Assen, een Vlaams dorp, nog niet door Brussel bereikt. Je had in Assen
had je echt nog de keuze bij mensen van als ze de stad zeiden, ofwel bedoelden ze Aalst ofwel Brussel. Ik heb het geluk gehad dat mijn ouders Brussel bedoelden en dat wij hier veel kwamen als kinderen ook. Maar Assen zelf was eigenlijk nog een plattelandsdorp, heel verzuild. Een heel, op een of andere manier heldere structuur. Elke politieke partij had zijn cafés, zijn harmonie, zijn fanfare, zijn toneelgezelschap. Dat was allemaal opgedeeld. Je praatte, als je in bepaalde cafés ging, nooit met mensen van die andere cafés, want die zaten in die andere cafés. Liberalen en socialisten en de Tjeven en weet ik veel. Dat zat allemaal in zijn eigen hoek. Ik kwam in Brussel en iedereen zat in dezelfde cafés. En daar was discussie en dat werd, maar dat was... En ik hield daar zo van. Van de vermenging van de dingen. Dat vond ik fantastisch, ja. Ze zeggen wel eens dat er buikmensen zijn, zoals acteurs, en hoofdmensen, zoals schrijvers. U bent een zeldzame combinatie van de twee. Hoe werken die twee in uw hoofd samen? Ik wou dat mijn hoofd zo... een beetje dezelfde taille had. Hoe werken die twee samen? Ik denk wel dat ik zeer intuïtief, met wat ik doe, het spelen, dat het spelen een manier van denken is. Niet dat ik het niet doordenk voor ik het ga spelen. Er zal wel een soort van canvas ontstaan vanuit denken en vanuit overleg. Maar het moet toch via het spelen dan gebeuren bij mij, ja. Ik weet dat ik zo eens naar een van uw theatervoorstellingen was gaan kijken en dat wij u achteraf aan de boerla zagen staan van achter een sigaretje te roken. En mijn mama die wou per se gaan zeggen tegen u hoe goed dat ze het vond. En ik dacht zo, oh, gênant. Want die mensen moeten dat toch wel kei vaak horen, maar ik herinner me wel dat ik toen wel gecharmeerd was. Tuurlijk. Is dat een misvatting van mij, dat er na zo'n carrière geen complimenten Ja, dat is een grote misvatting. Ja. Nee, absoluut. Nee, dat is... Ik verplicht mijzelf er ook toe om, als ik iets gezien heb van iemand dat ik echt goed vond, om het te gaan zeggen. Omdat het te vaak niet gezegd wordt. En omdat het zo goed doet als het gezegd wordt. Ja. We moeten het blijven zeggen. Los van complimenten, heeft het leven pas zin als we er betekenis aan geven, als we er een verhaal van maken, zoals in uw boek? Of heeft u dat nodig? Ik kan mij moeilijk een ander leven dan mijn eigen leven voorstellen natuurlijk. En voor mij mag dat er deel van uit. Maar of het nu echt een boek moet worden, nee, maar verhalen wel. Ja, ik heb altijd wel, ook als kind, heel graag verhalen gehoord. En ik denk dat ik veel geleerd heb door te luisteren naar wat mensen te vertellen hadden. En ik denk dat ik daardoor altijd ook gefascineerd geweest ben door oudere mensen, omdat die vertelde verhalen die veel minder aansloten bij mijn leefwereld van vroeger. Ik hoorde dat graag. Dus ik denk dat verhalen heel erg belangrijk zijn voor mij. En dat ik dus van wat ik zelf zie en meemaak ook wel, dat ik daar snel een soort vorm aan geef. En het dan kan meepakken en het kan vertellen. Ik ben ook iemand die graag vertelt, ja. On passe d'une question philosophique à une autre. Thomas, l'intrigue de vos livres est parfois impitoyable et pourtant il y a souvent une sorte d'affection envers vos personnages. Est-ce que ça correspond à votre vision du monde, faire confiance aux gens mais pas à l'humanité? Ah ouais, c'est bien vu. Oui, alors, oulala, des questions philosophiques comme ça. Oui, c'est vrai que l'humanité a une drôle de dynamique. On a l'impression qu'elle a une passion pour l'autodestruction, alors que on croise quand même au quotidien. Et c'est marrant, c'est quelque chose que je me disais, mais encore aujourd'hui. Je me disais, au fond, j'aime bien les gens en général.
peu importe leurs origines sociales, enfin souvent on rencontre les gens sont plutôt chouettes. C'est marrant parce que le reflet qu'on a des gens sur les réseaux sociaux, c'est horrible. Et en fait, c'est pas vrai. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de transformation qui s'opère quand on est sur les réseaux sociaux. Si on enlève les écrans, derrière ça, les gens, même qui ont l'air horribles sur les réseaux sociaux, sont plutôt chouettes. Bon, il y a des cas, évidemment. Mais l'humanité, par contre, ce n'est peut-être qu'un gros réseau social, c'est pour ça que ça marche pas. Donc on n'a que le pire en fait. C'est marrant que tous les vecteurs sympas des gens s'annulent pour qu'il n'y ait qu'un vecteur de merde en fait qui reste et qui nous conduise aveuglément toujours aux mêmes erreurs. Et alors, tu avais une question philosophique? Okay. Vous êtes connu pour votre humour noir. Est-ce que vous devenez plus doux envers les gens avec l'âge ou non? Eh bien, oui. Oui, moi je crois, franchement. Non, mais c'est vrai. Je l'ai connu avant. Ouais, c'est vrai, tu m'as connu avant. Ouais, Parce qu'on a travaillé ensemble, on a fait un super truc ensemble. Moi j'étais très content. Oui, je crois. J'ai effectivement, j'étais plus dur, plus jeune. En tout cas, je me faisais un peu une image un peu dure comme ça. Et en vieillissant comme ça, je découvre le plaisir de la bienveillance, de la tendresse, de relations oui, les plus douces. Et je ne renie pas du tout ce que je fus. Hein, voilà. J'ai écrit des trucs vachement comme ça. Et puis voilà, ce qui est plutôt intéressant, c'est de se dire que les gens, nous tous, nous ne sommes pas des données inamovibles. Hein. Nous sommes en proie à une mutation perpétuelle, jour après jour. Les expériences, les rencontres, bonnes ou mauvaises, nous transforment petit à petit d'une manière qui sont en partie, je pense, liées au hasard aussi, et puis liées à ce qu'on est profondément. Et puis c'est intéressant d'être le spectateur de ses propres transformations, comme ça. Voilà. Vous êtes le fils d'un cosmologiste. Est-ce que cela vous a donné un talent pour dézoomer, pour relativiser? Je sais pas. Ça m'a donné, parce que malheureusement, j'ai aucun talent pour les sciences, alors que j'adore ça. J'adore la méthode scientifique, j'adore la rigueur scientifique, j'adore les discussions. Il m'arrive de lire juste pour le plaisir des articles scientifiques auxquels je ne comprends rien, mais parce que j'aime bien cette langue, j'aime bien cet esprit, j'aime bien cette rigueur, j'aime bien cette curiosité. Et il y a un truc qui est très proche, je trouve, entre les artistes et les scientifiques, c'est l'imaginaire. Je pense qu'un bon et un grand scientifique est quelqu'un qui a beaucoup d'imaginaire, c'est-à-dire c'est une espèce de capacité de se projeter vers des hypothèses a priori étranges, bizarres, et puis d'essayer de les vérifier par l'expérience. Et je pense que voilà, les grands que nous connaissons, les Einstein et autres, étaient des gens qui avaient beaucoup d'imaginaire pour pouvoir faire ce qu'ils sont parvenus à faire. Hein. Voilà, Galilée avait beaucoup d'imaginaire. Et les artistes aussi, voilà. Donc on n'a pas du tout la même méthode. Et malgré tout, je pense qu'il y a une fraternité, un cousinage important entre les artistes et les scientifiques. On n'est pas du tout aussi éloigné que les spécialisations universitaires voudraient le faire croire. Voilà. Et d'ailleurs, souvent, les grands scientifiques sont aussi des gens, des littéraires, des gens qui aiment la musique, des gens qui ont une très grande sensibilité, et puis souvent les littéraires, dans mon genre, même si on ne peut pas aborder évidemment les concepts sous forme d'algorithmes ou d'équations mathématiques, on aime bien les idées que ça représente, parce que les idées ouvrent l'imaginaire, et que l'imaginaire, je trouve que c'est quand même le plus bel outil qui soit mis à notre disposition. Vous avez même dit dans l'écho, si on limite mon imaginaire, j'arrête tout où je me suis aussi. Mais oui, parce que
c'est vraiment de plus je suis vieux et plus je me dis ça, c'est que notre réalité a des conditions, j'aime bien cette formulation-là parce qu'elle est un peu scientifique, des conditions d'incertitude qui sont très importantes. Aujourd'hui, voilà, est-ce que l'humanité a déjà connu des conditions d'incertitude plus importantes quant à son avenir qu'aujourd'hui? Et je trouve que dans les conditions d'incertitude, quand les conditions d'incertitude sont importantes, l'imaginaire est vraiment ce qui nous permet de survivre, de répondre, de s'adapter aux changements perpétuels. Plus grand sera nos imaginaires, plus facile sera notre adaptation à l'avenir. Et ce qui est malheureusement paradoxal, c'est que l'imaginaire est souvent quelque chose, j'ai l'impression en tout cas, qui est très mal vu. À l'imaginaire, c'est un truc qu'on laisse pour les enfants, pour les rêveurs, pour les poètes, dit avec un peu de condescendance comme ça. Et laissons un petit peu les spécialistes s'occuper du réel. Non, il faut vraiment, absolument, et plus que jamais, s'occuper du réel avec de l'imaginaire. Voilà. Nous avons beaucoup parlé de vos livres, de votre vision, mais vous avez aussi beaucoup de choses en commun. Jullie hebben ook veel dingen in gemeenschap. Bijvoorbeeld ook wel het autobiografische element. Bij Jos de Pauw is dat iets duidelijker dan bij u. Mais comme vous avez dit, il y avait aussi une ressemblance de Tom Peterman, de Feel Good, votre dernier roman avec vous. Qu'est-ce que ça fait de devenir un personnage ou vous dan uzelf een beetje tot personnage te maken? Oh, bah c'était... Alors, comme personnage, je me suis plus amusé avec En tout cas, je me suis peut-être plus identifié, plus mis en scène avec le précédent en Feel Good, c'est-à-dire cet écrivain moyen, etc. Parce que je crois que j'écris maintenant, je publie des livres depuis que j'ai presque 21 ans, donc ça fait longtemps, 30 ans que j'en publie. Donc j'ai l'impression d'avoir accumulé pendant ces 30 ans-là plein d'expériences amusantes, tragicomiques, d'écrivains sur la route, quoi, de salons du livre, de petits hôtels, de rencontres, moins bien que celle-ci où il y a personne. Et que c'est drôle en fait, c'est à la fois c'est tragique et comique, parce qu'il y a ce contraste que j'aimais bien entre l'ego inévitable de l'auteur, hein, qui se prend toujours un peu pour Chateaubriand, et puis la réalité d'un salon du livre où on est 40 à une table et personne ne s'arrête jamais. On est tout seul dans une petite ville de province en France où il pleut. Et donc je m'étais beaucoup amusé à me mettre en scène comme ça. Voilà. Ici, le personnage a moins de rapport avec moi, si ce n'est qu'il a fait du sport quand il était plus jeune. Voilà. Mais c'était amusant aussi. Jullie hebben ook al eerder samengewerkt. Vous avez déjà collaboré pour la pièce de théâtre Raymond. Over de legendarische voetbaltrainer Raymond Goethals. Est-ce que vous avez suivi un peu le travail de l'autre depuis? Non. J'ai lu ses bouquins. C'est vrai, hein, c'est bien. Ouais. Allez. Non, je lis ses livres, oui. Ouais, mais je sais que lui, il n'est jamais dans la salle quand je joue. C'est là qu'il y a mon sentiment de culpabilité qui fait que... Ouais. Mais alors, c'est ce spectacle, Raymond, moi j'ai un souvenir mais extraordinaire. Je me rappelle très bien que le directeur du KVS, je ne sais plus comment il s'appelle, m'avait téléphoné en été. Jan Joosens. Ouais. Et il m'avait dit, machin devait écrire, et puis je ne sais plus qui devait écrire. Verhulst, Dimitri. Dimitri Verhulst, voilà, c'est ça. Et puis ça s'est pas mis. Est-ce que tu veux le faire? Puis il m'a dit, voilà, c'est pour le KVS, Jos de Pauw. Waouh. J'ai eu l'impression qu'il y avait un concessionnaire Mercedes qui me filait les clés d'une super bagnole. C'est la meilleure de toute la boutique avec les sièges cuir, tout ça. Est-ce que tu veux partir en vacances avec? Je dis, ah oui, avec plaisir. Et c'était gai à écrire. Et puis ce qui est formidable, c'est c'est de voir son texte investi comme ça par quelqu'un comme Jos de Pauw. Enfin, c'est extrêmement valorisant, flatteur forcément, et puis on voit ce texte qui prend une ampleur, on voit ce que c'est qu'un vrai grand comédien de talent qui donne une dimension inimaginable au texte, donc c'était super gai. Voilà. Heeft u er ook mooie herinneringen aan? Ja, zeer. Het is een heel mooi avontuur geweest. Dimitri zou schrijven, ik denk dat Dimitri
de schrik gepakt heeft. Dimitri is echt een fan van Standaard en van Raymond Goethals en van Marseille later. En ik denk dat hij toen hij het probeerde te schrijven, dat hij dacht de spionkop van Standaard gaan mij lynchen als ik dit schrijf. Ik denk dat hij niet meer gedurfd heeft. Daar was dus geen sprake van bij Thomas Gunzig, want die zei zelf dat hij niks met voetbal had. En tu savais qui c'était Raymond Goethals avant d'écrire? Oui, ça quand même, je savais. Ça, je savais. Mais c'est vrai que j'étais pas un fan de foot, quoi, du tout. Non. Mais je savais, oui, j'aimais bien, parce qu'il avait une façon de parler qui était intéressante. En dat was fantastisch, omdat daar plots een verhaal lag dat wel Raymond Goethals als uitgangspunt nam, als een soort personage. Maar een beetje zoals er ook stukken geschreven zijn over Julius Caesar en zo. Een personage, en dan vult je dat in, en niet noodzakelijk historisch correct of zo. Hij is daarmee aan de gang gegaan. En daar is een verhaal uitgekomen dat mij enorm raakte. Dat ik ook, ja... En dan dat opzet van dat in de twee talen tegelijk te spelen, eigenlijk naar analogie met wat Raymond Goethals deed, mélanger les deux langues, zodanig dat er een gemengd publiek in de KVS zat van Franstaligen en Nederlandstaligen, die dan op verschillende ritmes reageerden op de tekst. Ja, dat was fantastisch. Ja, dat was fantastisch. Dat is een hele mooi ding geweest, ja. Ja, de regisseur zei ook over Raymond Goethals van Raymond was een van de laatste Belgen, quelqu'un qui appartenait vraiment encore aux deux communautés. Qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui d'être belge? Oui. Moi je le suis, hè. Ik zeg altijd, het staat op mijn paspoort, dan is het waar. Mais oui, c'est pourtant dingue que votre travail n'est pas traduit en néerlandais. Uw boeken zijn ook niet vertaald naar het Frans. Et pourtant, vous faites des projets qui font le lien entre les deux communautés. Hoe komt dat? Ja. Ja, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met... je komt op het terrein van literatuur en dan heeft het Franstalig landsgedeelte heel Frankrijk aangesloten liggen, waar een Franstalige literatuur... Ja, er is geen noodzaak om... het moet al een overtuiging zijn, een ideologie zijn, om te zeggen, we gaan nu Vlaamse schrijvers vertalen in het Frans, omdat we deel uitmaken van hetzelfde land. Die ideologie is er op het moment, of die overtuiging is er op dit moment niet net zo min in Vlaanderen, om dat met Franstalige schrijvers uit België te doen. Ja, voilà. Wij zitten ook dichter aan literair bij Nederland. Het theater is dan wat anders. Daar we zouden nog veel meer kunnen. Hè. Het gebeurt nog te weinig. Maar dat is een iets makkelijker doorgeefluik. Of contact, heb je iets makkelijker contact ook al. Zeker omdat daar ook de dans en de performance is, waar dat taal dan minder een rol speelt en zo verder. Dat is iets makkelijk. Maar ja, literatuur, dat is de taal, dat is zo... Film is misschien ook een manier om dat te doen. Zeker. Want onze humor is soms heel verschillend. Mais pour moi, par exemple, le Tout Nouveau Testament que vous avez coécrit, c'était un humour universellement belge. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord? Tout à fait, oui. Oui, peut-être. C'est vrai que j'ai travaillé avec Jaco van der Maal, qui est, je trouve aussi très très belge dans sa façon de métaboliser toutes ces cultures, cette langue, le flamand, le français, et qu'il y a peut-être une approche de l'humour, de la gravité des choses, etc. qui... j'aime pas tellement le terme autodérision parce que c'est tellement bateau, mais c'est vrai. Puis c'est vrai que le casting était un casting flamand et francophone tout à fait indifférencié. Un des grands fantasmes de Jaco, c'est de faire jouer Jos. Là, on écrit avec Jaco un nouveau film, on espère que Jos sera dedans. Oui, ça n'a pas marché. Non, mais le prochain. Ah, le prochain? Ah ouais? Oh, ça va. Mais alors, le premier rôle, hein, pas... Oui. Terug over de literatuur. Jos de Pauw parle dans son livre In Open Veld
du dieu, de la punition du dieu de la littérature, de straf van de god van de literatuur, parce que c'est toujours possible d'avoir une meilleure version du texte. Est-ce que vous le reconnaissez? Ah oui, effectivement, mais moi je m'arrête quand je sais que, compte tenu de mes moyens, je ne ferai pas mieux. Je sais qu'il y a moyen de faire mieux, mais moi je ne sais pas. Et le tout est de savoir à quel moment il faut s'arrêter. Et là, je pense que j'ai la chance d'être un peu paresseux. C'est-à-dire qu'à un moment, je me dis, j'en ai marre. J'en ai marre, il y a des défauts, je sais qu'il y a des pages, ça me fait chier. En avant. Voilà. Mais dans le livre, je parle du fait que mon manuscrit a été volé sur le train à Marseille, quand j'y allais pour jouer Raymond à Marseille, que je n'ai pas fait parce que le technicien était en grève. Mais le manuscrit était volé dans le train, je crois 120 pages. Et puis après, j'avais pas de backup. Alors j'ai réécrit ces pages. Alors là, tu as toujours en tête, mais est-ce que la version d'avant n'était pas mieux? Ah ouais. Et ça, c'est une punition du dieu de la littérature. Je connaissais cette histoire et ça m'a traumatisé depuis. J'ai des Dropbox et des clouds partout, donc. Maintenant, tout ce que j'écris, je fais immédiatement un mail à moi-même. Ah oui, c'est ça. Celui-là, il rest. Lijkt me inderdaad een nachtmerrie om Ja, het was zoveel vreselijk. Ja. pagina's verloren te hebben. Het is vreselijk. Ja. Ja. En als je dan een nieuwe laptop koopt in Marseille en je zet die aan en je kent niks van technologie, maar plots begint die ting, ploing, ploing, en je denkt van fantastisch, alles komt terug, denkt je. Maar dus niet dat. Al de rest wel, al de rest was er. Laten we over leukere dingen babbelen. Want het thema van de nocturne, van de bibliotheken, is mijn klein geluk. Le thème de la nocturne, c'est mes petits bonheurs. Et malgré votre humour noir en ondanks uw melancholie, wat zijn zo jullie kleine gelukjes? Quels sont vos petits bonheurs? Maar c'est simple. Ik ga maandag naar mijn huisje in de Morvan. En ik ben... Het is raar. Ik ben nergens gelukkiger. Degene dat ik echt het woord geluk zou gebruiken voor mijn toestand, waren daar. Dat is bijzonder. Zo'n plek vinden en ik weet niet aan wat dat ligt eigenlijk. Maar dat is... Voilà. En maandag vertrek ik voor een week of 3. Dat is eigenlijk een groot geluk. Dat is geen klein geluk. Alors je pourrais citer évidemment des tas d'exemples un peu bateaux, c'est lire un bon livre, découvrir une belle musique, me promener dans les bois, tout ça c'est des petits bonheurs. Mais alors le petit bonheur du présent, c'est que il y a 3 ans de ça, j'ai commencé, j'aime bien les sports où on se bat, j'aime bien ça m'intéresse. Et il y a 3 ans de ça, j'ai commencé un truc qui était tout nouveau pour moi, je me suis dit, qui était le jiu-jitsu brésilien, qui est une magnifique discipline martiale. Peut-être que des gens ici connaissent le jiu-jitsu brésilien, c'est magnifique. Hein, si personne ne suit le MMA, les combats en cage, tout ça. Donc voilà, c'est la plus belle évolution dans les arts martiaux. Et j'ai commencé ça, et demain je passe ma ceinture bleue. Et je suis très très fier, et c'est vraiment non seulement un petit mais un grand bonheur. Félicitations. J'ai lu récemment un tweet de votre part, Thomas. Je cite: Je viens de comprendre le mode opératoire de l'existence. Une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle, une nouvelle moyenne, une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle, mais à la fin, il y a quand même un peu plus de mauvaises nouvelles. Voilà. Bent u daarmee akkoord, Josse? Is het leven een aaneenschakeling van vooral goed nieuws, slecht nieuws, maar toch vooral slecht nieuws? Ja, maar ik ben een goede acteur, hè. Ik kan zelfs doen alsof dat slecht nieuws goed nieuws is. Ik zweer het. Ik kan mezelf zo
Ja, dat lukt mij C'est altijd. l'avantage d'un comédien qui peut tourner. Ouais. Par contre, parce que ça c'était un peu plutôt pessimiste, Ouais. mais la devise de votre précédent roman, Feel Good, était une citation de votre mère, tout finit toujours par s'arranger, alles komt goed. Een diction typiquement belge, je trouve. C'est ça. Et Et quand quand, typische uitspraak zo, wel quand- eens quand- alles komt wel goed. Est-ce que vous y croyez tous les deux? mais c'est-à-dire que quand Jaco a ouvert le livre que je lui ai offert, parce que je suis très généreux comme copain, il a lu la petite devise et puis il m'a regardé, il a fini la phrase de ma mère en disant « même mal ». Je voulais terminer sur une bonne note. Mais je pense que fondamentalement ma mère avait raison et c'est vrai que la vie lui prouve chaque jour qu'elle a raison. Tout finit toujours par s'arranger. Des fois on est là comme ça et puis en fait avec le temps ça s'arrange. Merci beaucoup, Thomas Ginzig. Dankjewel, Josse de Pauw. Alsjeblieft.